Bonjour à tous, bienvenue à la série des podcasts des métiers en finance de Finadir, la première plateforme en France qui recommande des parcours professionnels vers la finance. Notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Mai Nguyen, analyste de crédit senior chez CNB Assurance. Bonjour Mai, merci d'être venue et peux-tu nous parler de ton parcours professionnel? Oui, bonjour. J'ai commencé ma carrière à Société Générale dans les salles de marché après un stage en gestion de projet. Et du coup, à l'époque, j'étais analyste pour les produits structurés. Par la suite, j'ai évolué vers le poste d'analyste crédit au sein de la même banque où j'étais responsable des clients, fonds et compagnies d'assurance. Actuellement, je suis analyste risque d'investissement chez CNP, où je gère un portefeuille comprenant des banques, des assurances et des souverains. Et ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine de l'analyse de crédit? Alors, je bascule en 2018 en analyste crédit, donc ça doit faire 6 ans. D'accord, ça marche. Comment tu peux décrire une journée type chez CNP Assurance? Je vais dire que je n'ai pas vraiment de journée type. Mon emploi du temps est modulé selon les sujets en cours. Par contre, je commence toujours la matinée par une revue de presse, c'est-à-dire la lecture de l'actualité financière, les nouveaux règlements ainsi que les publications des résultats des entreprises s'il y en a. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des revues de presse que t'as lu d'habitude? Alors, c'est une vaste. Enfin, de toute façon, il y a les Échos, la GFI, il y a Financial Times. On a d'ailleurs un internat qui est chargé de compiler tous les nouvelles intéressantes qui concernent tous les secteurs dans une revue de presse dédiée. On a aussi beaucoup de news flow qui vient des brokers et aussi des autres banques qui donnent des services de recherche. Et si tu peux diviser ta journée en plusieurs étapes, combien % tu attribues à chaque tâche? Je dirais que la prise en compte de l'actualité, ça doit prendre 10 à 15%. Parce qu'on est obligé dans ce métier d'être au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Et pour tout ce qui est partie analyse, ça te prend beaucoup de temps? Quelle est la partie qui te prend plus de temps? Après, oui, ça dépend. Évidemment, quand on est analyste, la partie analyse en soi-même, ça prend dans les 40 à 50%. Après, ça dépend des noms, si c'est un nom que la personne a connu déjà ou pas. Et le reste de la journée, c'est aussi... ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur être au courant de ce qui se passe sur le marché, c'est d'aller voir ailleurs, communiquer avec... être dans les tables rondes ou dans les événements organisés par les banques. C'est là où on a la possibilité de rencontrer les intervenants du marché. Et c'est aussi intéressant d'échanger des expériences avec eux. Voilà, après, il y a, comme tous, il y a toutes les parties projets et après les validations en interne, un peu administratif, qui prend dans les 10% également. D'accord. Comme là, il y a aussi la partie rédaction de l'analyse, j'imagine. Ça revient dans les 50%. Quand on fait l'analyse, il faut bien formuler pour qu'on puisse revoir derrière. Ça fait un dossier complet, même si je trouve le masse de travail peut être grande par rapport à ce qu'on montre lors du comité ou lors des échanges. Mais derrière, c'est-à-dire qu'il faut avoir une analyse complète pour chaque nom. Faut retraiter toutes les données, d'être au courant de tout ce qui se passe autour de l'entité. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'attire le plus dans ce métier de l'analyse de crédit?
Alors, ce que j'apprécie dans ce métier, c'est ça me permet d'acquérir une compréhension approfondie des contreparties. Et moi, je trouve beaucoup de sens dans mon travail quotidien, car une bonne gestion de crédit est cruciale pour la santé financière d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. Super. Donc si je résume bien, ça fait voilà 6 ans que tu travailles dans le métier et ta journée type, c'est en fonction de plusieurs parties. Donc déjà la revue d'actualité, la partie analyse qui compris aussi la rédaction, puis la dernière partie c'est échange avec les différents intervenants. Et ce qui t'attire le plus dans ce métier, c'est une compréhension approfondie de tout l'actualité sur le marché. Oui, c'est ça. On a une bonne vue globale de ce que compose une contrepartie, quelle est sa stratégie, ce qu'ils recherchent sur le marché. Ça, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, en apportant cette expertise-là au sein du groupe, ça permet de formaliser des décisions bien informées. D'accord. Alors, bah, du coup, quelles sont les compétences que tu as pu acquérir durant ton expérience chez CNP et peut-être aussi grâce à la Société Générale? Alors, en tant qu'analyste de crédit CCNP et précédemment à Société Générale, j'ai développé des compétences techniques et relationnelles. Par exemple, lorsque j'ai commencé à Société Générale, j'avais déjà des bases en analyse de bilan d'entreprise, mais l'analyse d'une institution financière, c'est tout à fait différent parce que le bilan est inversé. Il y a des postes techniques que c'était pas défini dans les cours. Donc ça permet euh, d'avoir une bonne compréhension du secteur spécifique. D'ailleurs, ce poste m'a également permis de travailler avec de nombreux interlocuteurs, tant en interne qu'externe, ce qui a m'aidé à améliorer la compétence communication. Et enfin, j'ai souvent été amenée à prendre la parole, à présenter mes analyses en comité et auprès des top managers, ce qui renforce aussi mes compétences en présentation et prise de parole en public. D'accord. Je pense que ça, c'est important aussi, le fait que tu dois défendre un peu, entre guillemets, ton analyse et aide la direction de prendre la bonne décision. Ouais. Surtout, il faut être il faut pouvoir s'adapter sa parole par rapport à l'interlocuteur. Si en face de moi, il y a quelqu'un qui est expert dans un secteur précis, il faut pouvoir sortir les chiffres, les ratios, etc., super précis. Mais si, par exemple, si c'est un top manager, il a que 2 minutes, il faut pouvoir synthétiser pour lui permettre de prendre la décision rapidement. D'accord. Donc, du coup, il faut absolument que tu maîtrises bien ton sujet et aussi adapter en fonction de l'interlocuteur avec Tout à qui fait. tu es en face. D'accord, super. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous préciser un peu quels sont les interlocuteurs que tu restes en communication en interne et en externe? Oui, alors dans mon poste, il y a communication interne et externe. Donc, en interne, ce sera plutôt l'interaction avec les autres départements. Nous, on est beaucoup, moi, je suis dans la partie risque d'investissement, donc je suis beaucoup en contact avec ceux qui investissent, donc la direction d'investissement, qui nous envoie des demandes d'investissement sur un nom pour revue. On est aussi en contact avec tous ceux qui sont OSG, parce que là, c'est un sujet qui monte en puissance en ce moment. Après aussi, il y a aussi l'IT, parce qu'on essaie d'améliorer les processus en permanent, donc ça, c'est une grande partie également. Et après, il y a toujours les communications horizontales, c'est-à-dire vers les top management, de remonter les bonnes informations. Il y a des comités qui est prévu tous les 2 mois, qui remontent vraiment très haut au niveau du COMEX.
pour valider les limites sur des contreparties. Et ça dépend du niveau de limite. Ça peut également monter vers le niveau de COMEX de NBP. Donc voilà, c'est la communication interne. Après, en externe, ce sera tout un panel de rechercheurs, des analystes dans les autres banques et chez les agences de notation également, comme les 3 S&P, Fitch et Moody's. C'est très intéressant cette partie, j'imagine. Oh oui, c'est très intéressant parce que ça permet d'échanger les idées, ça permet aussi de s'enrichir parce qu'on peut pas, quand on est sur un grand nombre de contreparties, on ne peut pas être pointu sur tous. Et le fait de parler avec les autres, ça aide beaucoup pour donner une idée de la contrepartie et ceux qui sont des gros problèmes ou des points d'attention du moment. Super. Et comme maintenant notre trader, il aimerait bien savoir, on comprend que ce métier analyste de crédit, ça apporte beaucoup de valeur en tout ce qui est compréhension de l'actualité. Et à ton avis, comment la formation et le parcours académique influencent sur ton choix d'aller dans ce métier, vers ce métier? Alors je dirais que, après, c'est comme tous, il y a une base de formation, mais après il y a aussi ça, comment dire, les préférences personnelles qui dirigent aussi le choix professionnel parce que, par exemple, moi j'ai une formation en financement corporate à IAE Toulouse, donc j'ai déjà acquis une base en analyse financière. Après, j'ai complété ça avec une formation avec le programme CFA. 3 niveaux? Oui, j'ai terminé les 3 niveaux et du coup, je suis charter holder en ce moment. Donc, ça donne une bonne connaissance sur les produits du marché ainsi que la comptabilité selon les normes IFRS. Et aussi, il y a, après, il y a une partie pratique que j'ai complétée par les années dans les salles de marché, qui m'a permis de mieux comprendre les produits échangés entre les institutions financières et le risque. Mais je dirais que, si je vois les gens dans le même promo que moi ou les gens qui ont le même expérience passée que moi, on a tous pris des chemins très différents dans notre choix professionnel. Donc, je pense que voilà, il y a les deux, il y a une base commune des académiques, des connaissances. Après, il y a aussi côté pratique. Côté pratique et le choix personnel. Qu'est-ce qui te motive vraiment dans le travail, quoi. D'accord. Et est-ce que il faut tout ce qui est connaissance linguistique, est-ce que c'est important aussi? Après, oui, c'est vrai que maintenant, si on est dans la finance, il est obligatoire d'être courant en anglais. Ça, c'est un prérequis. Après, toutes les autres langues sont bienvenues, ce sera un plus. Mais voilà, pour l'anglais, il faut être carré. Ok. Même au niveau lecture ou rédaction, j'imagine. Lecture, rédaction et à l'oral aussi. D'accord. Parce que les interlocuteurs ils peuvent venir de tout le coin du monde, quoi. D'accord, je vois. Est-ce qu'il y a une chance pour ceux qui ne suivent pas ce chemin académique pour réussir dans ce métier? Absolument. La réussite dans ce domaine ne dépend pas uniquement du parcours académique traditionnel. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies comme l'IA et des carrières longues qui s'étirent sur environ 40 ans, les métiers et les exigences évoluent constamment. Donc, je trouve que les entreprises accordent de plus en plus d'importance aux compétences transversales par rapport au simple cursus académique. Et du coup, dans mon expérience, en passant d'une banque à une compagnie d'assurance, bien que les métiers soient similaires, j'ai dû m'adapter à un nouveau portefeuille de contrepartie et élargir considérablement mon champ d'intervention. Tout cela repose sur les compétences transversales acquises grâce aux expériences passées. Donc, si j'ai bien résumé, pour toi, ce qui est important pour réussir dans ce métier, c'est la capacité d'adaptation et aussi une envie d'apprendre.
C'est ça, oui. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une compétence transversale? Alors ça peut être, quand on parle de transversal, c'est que quelque chose qui peut être utile pour tous les métiers. Par exemple, la capacité de être à l'aise avec Excel. Je dis ça tout simplement, mais ça peut également aller vers capacité de coder, de faire des trucs simples en code sur Excel, automatiser des choses pour mettre des tableaux qui s'alimentent directement dans les PowerPoint, par exemple. Donc, voilà, la bonne maîtrise de suite Office. Ça peut être des choses comme capacité de gestion de projet, Ok. qui est aussi très recherchée parce que maintenant, à tous les niveaux, il y a beaucoup de projets de transformation. Donc, oui, dans tous les métiers, je pense que ça, c'est quelque chose recherché. D'accord, je vois. Du coup, depuis le début de ta carrière, quels sont les défis spécifiques liés à ce métier d'analyste de risque de crédit que tu as pu surmonter? Peux-tu nous partager un exemple? Alors, le métier présente plusieurs défis passionnants. Tout d'abord, il y a un grand défi en couvrant les contreparties dans les marchés différents et de rester à jour avec les tendances du marché et les réglementations qui sont en constante évolution. C'est très intéressant ce que tu nous as partagé, Mai. Est-ce que tu peux nous raconter un exemple de la gestion de crise liée à ton métier? Alors, si je suis l'exemple de Crédit Suisse, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on a vu que Crédit Suisse n'a pas une bonne santé financière. Donc là, il s'agit de prendre des actions préliminaires pour être dans la préparation au cas de crise. C'est-à-dire que de revoir les limites, de revoir le portefeuille en entier, tant au niveau siège qu'au niveau filiale, de mettre des restrictions si jamais on veut traiter avec la contrepartie, etc. Une fois, et aussi de faire des updates nouvelles sur la contrepartie régulièrement au taux manager. Après, une fois que la crise est là, c'est de s'assurer que ça ne se répand pas sur le reste du portefeuille, de voir les options qu'on a en tant que rang assureur et du coup rang détenteur du stock d'obligations. À un moment donné, on a on a mettre aussi des limites pour UBS parce que UBS a dû repris Crédit Suisse. Le fait de merger les deux, ça fait un risque de concentration pour CNP et ainsi que LBP qui est assez important. Donc, il faut voir quels sont les plans d'action pour réduire ce risque de concentration. Aussi, après, c'est le suivi de la situation de UBS pour voir dans quelle mesure on peut ouvrir sur telle ou telle partie pour faciliter l'échange des titres sur le marché. Le gros sujet en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la France et le rating de France. Donc la France a connu des déficits budgétaires assez importants en 2023 de 5,5%, ce qui dépasse ce qui a été prévu par le gouvernement. Donc ça, c'est très mal vu par le marché. Donc S&P a récemment dégradé la notation de la France à AA- au 31 mai 2024. Mais c'est vrai qu'avant l'action de S&P, il y a Fitch qui a agi l'année dernière en 2023. Et entre-temps, il y a Moody's qui a confirmé la note de la France fin 2023. Donc voilà, c'est un sujet à suivre dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait que nous avons un sujet de budget
qui est très regardé par le marché. Il faut suivre les actualités pour déjà prévoir quel est l'impact d'un downgrade potentiel de chacun des différents agences de notation. Ça peut être les impacts sur la notation des agences liées, ça peut être l'impact sur le spread de crédit et donc l'impact global sur notre portefeuille. Donc voilà, il y a des plans d'action qui ont été rédigés. Aussi de prévoir la communication avec le marché en tant que CNP, un grand agent français sur le sujet. On peut regarder également est-ce que en dehors de l'impact du portefeuille, quel sera l'impact pour nous, parce que comme on est une agence détenue par LBP et donc par le CDC, on peut être impacté en notation par un downgrade de la France aussi. D'accord, super. Effectivement, c'est un exemple très en actualité et ça nous donne beaucoup d'informations pour voir le processus d'analyse chez CNP. Ok. Du coup, comment tu vois l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus d'analyse de crédit actuellement? Je pense que nous sommes encore dans la phase de découverte de l'IA, c'est-à-dire que nous disposons d'outils IA proposés par plusieurs fournisseurs, mais nous testons actuellement les limites de ces outils-là et nous réfléchissons à des cas d'usage concrets. D'après ce que j'ai observé jusqu'à présent, je suis optimiste quant à l'avenir de l'application de l'IA dans notre métier. Ça promet d'alléger des tâches récurrentes, de traiter les grandes quantités de données et permettre ainsi aux analystes de se concentrer sur l'essentiel de leur analyse. Du coup, à ton avis, quels sont les impacts que l'IA dispose sur l'efficacité et la précision des analyses de crédit que tu as pu effectuer? Alors l'IA a permis d'obtenir rapidement une vue d'ensemble sur une contrepartie, ce qui améliore l'efficacité initiale de notre analyse crédit. Cependant, à ce stade, les résultats de l'IA ne sont pas encore aussi précis et ceux obtenus par une analyse approfondie d'une analyse, c'est toujours un plus. Les outils aujourd'hui ont des limites, comme le type de document qu'ils peuvent traiter, la longueur d'un document, la compréhension des prompts ou la compréhension des termes spécifiques du métier. Mais je suis convaincue que cette situation évoluera rapidement dans les années à venir avec des améliorations continues de la précision et de la capacité de l'IA. Super. Maintenant, on va parler des perspectives d'évolution de ton métier. Mai, comment tu vois l'évolution majeure dans le métier d'analyste de crédit? Mon avis, l'évolution le plus récente, c'est l'intégration des normes ESG dans la gestion du portefeuille, ce qui transforme significativement les pratiques et les priorités du métier. Les analystes crédit doivent désormais intégrer les critères ESG dans leur évaluation du risque. Cela signifie qu'ils ne se contentent plus d'analyser les aspects financiers traditionnels, mais aussi les impacts environnementaux, les pratiques sociales et la gouvernance de l'entreprise. Les régulateurs et les investisseurs exigent de plus en plus de transparence en matière de critères ESG et les analystes doivent donc être au courant des normes et réglementations en constante évolution. Bien que la taxonomie européenne ou les standards de reporting ESG, cela nécessite une formation continue et une adaptation aux nouvelles exigences. Après, CNP, conformément à l'accord de Paris, s'est fixé des objectifs ambitieux et en faveur du climat. Notre action s'illustre par une réduction volontariste de l'empreinte carbone du portefeuille
Les critères ESG peuvent donc influencer les décisions de crédit de manière significative. Par exemple, une entreprise avec de mauvaises pratiques environnementales peuvent être considérées comme un risque plus élevé, affectant ainsi sa capacité à obtenir du financement sur le marché. Et concrètement, cela peut se traduire par euh, une baisse des limites d'investissement à la CNP ou même une interdiction d'investissement. D'accord, carrément. Ok. Bah, merci beaucoup pour tous ces partages sur le volet d'intelligence artificielle. Maintenant, on va aller dans la dernière partie de notre podcast. Ça, ce sont les conseils. Souvent, on fait tout le temps un petit cadeau pour notre finder, notre écouteur du podcast, concernant voilà les gens qui s'intéressent à ce métier. Quels sont les conseils que tu peux donner aux personnes qui débutent ou qui inspirent à devenir analyste de crédit? Alors, comme discuté précédemment, devenir un analyste de crédit nécessite une combinaison de connaissances techniques, de compétences analytiques ainsi que les compétences linguistiques, anglais obligatoire et n'importe quelle autre langue, ce sera un plus. Et aussi les compétences en communication. Il est important de s'investir dans sa formation académique. C'est-à-dire, après, il faut acquérir une bonne expérience pratique, tout en restant bien informé des évolutions technologiques et réglementaires. Comme ça, vous serez bien équipé pour réussir dans ce domaine. Enfin, il est crucial de garder un esprit de curiosité, que ce soit face à une nouvelle contrepartie, de nouvelles normes comptables ou réglementaires, car cela vous permettra de vous adapter et d'innover continuellement. Merci beaucoup, Thanh Mai, pour tes partages et tes retours d'expérience. C'est précieux pour notre audience, les finders qui s'intéressent à ce métier d'analyste de crédit, que ce soit dans une banque ou dans un groupe d'assurance. Et maintenant, c'est notre cadeau surprise pour vous, les finders qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast. Vous allez bénéficier d'une réduction de moins de 10% sur tout notre parc de services d'ici jusqu'à fin juillet 2024. C'est du jamais vu, mesdames, messieurs. Contactez-nous via notre site internet finidea.ai ou envoyez un email à contact@finidea.ai. À très bientôt dans le prochain podcast de Finidea. Merci beaucoup.